Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture, sachant que la dernière fois que je vous faisais fait ce type de vidéo, c'était il y a 7 mois, et que je me souviens à peine de la lecture que j'ai fait il y a 2 jours, donc ça va être compliqué de vous faire ce bilan lecture, mais j'espère que les souvenirs vont revenir petit à petit. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team poisson rouge, si vous oubliez vos lectures dès que vous avez terminé de lire le livre, ou si vous vous souvenez plutôt bien de vos lectures, ça m'intéresse de savoir en commentaire. Et nous, on va commencer tout de suite avec le bilan lecture. J'ai tous les livres qui sont ici. J'ai recensé un total de 2, 4, 6, 7 livres que j'ai lus depuis le mois de janvier. C'est pas beaucoup, je pense que j'en ai oublié quelques-uns. Je vais y réfléchir et dans le pire des cas, je les mettrai dans la prochaine vidéo bilan lecture. Mais en tout cas, voilà, j'avais déjà envie de vous parler de ces 7 livres-ci. Petite parenthèse pour vous dire qu'effectivement mon rythme de lecture a beaucoup diminué cette année parce qu'on a pas mal de projets en cours qui n'ont rien à voir avec la lecture, dont le plus gros projet qui est la construction de notre maison, et j'espère de tout cœur que dans un mois ou deux le décor va totalement changer et que j'aurai une jolie pièce bibliothèque où vous tournez ces vidéos. Parce qu'en fait, cette maison, on a signé en décembre 2021 et elle était prévue pour le premier trimestre 2023, sachant qu'ici, on est au mois de juillet 2023 et on n'a toujours pas de date fixée pour la réception de la maison. Donc ça devient très très pesant et j'avoue que mon rythme de lecture a diminué à cause de la pression, du stress et puis également du boulot. Et je me suis aussi mise à faire du sport cette année. C'est la première année que ça m'arrive. Mais ça aussi, ça a engendré une diminution de mon rythme de lecture, puisque tout simplement, 2 soirs par semaine, je ne lis plus. Je vais faire du sport pendant 1h30. Et donc c'est pour ça que mon rythme a diminué. Donc je n'atteindrai très certainement pas les 52 livres à lire cette année, puisque vous le voyez, j'en ai lu 7. Dans le pire des cas, j'en ai oublié 1 ou 2, mais le score n'est pas terrible non plus. Mais je commence tout doucement à me rattraper et à retrouver le goût pour la lecture, ainsi que pour les vidéos et pour les photos Instagram. Donc ça va aller, ça va revenir petit à petit. Je crois très fort en ça. Donc je vous le disais, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Polar Vert, la malédiction de l'ours. Ici, il s'agit du tome 1 de la 2e saison. C'est-à-dire qu'il y a une première duologie et que celle-ci s'est terminée après les 2 premiers livres. Donc on a eu la fin de l'histoire. Mais dans ce premier tome de la 2e saison, on va retrouver Clairvy qui était la principale héroïne de la première duologie. Dans le premier, elle enquêtait sur le trafic d'un petit poisson rare. Et ici, elle va enquêter sur les ours en montagne. Donc elle est envoyée, je pense, dans un espèce de camp parce qu'elle devient un témoin protégé. Et elle va assister à l'assassinat d'une maman ours et au kidnapping de son bébé. Et on va la suivre dans ses aventures. J'ai plutôt bien aimé ce roman, mais je suis pas sûre que je vais lire le tome 2. En fait, ce sont des petits romans, vous voyez, ils sont pas très gros. Ils font à peu près 200 pages. Ça se lit très très vite, c'est ça qui est agréable quand on a envie d'une lecture qu'on puisse terminer assez vite. C'est très sympathique. En plus, c'est sur fond écologique, donc moi, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement. Mais je ne sais pas encore si je vais lire la fin. Peut-être que si ce 2e tome de cette 2e saison clôture l'histoire, je le lirai. Mais s'il y en a d'autres, je ne sais pas si je vais m'accrocher dans cette série, sachant que j'ai plein de sagas en cours à lire pour l'instant. Le 2e livre dont je vais vous parler, c'est La passeuse de mots, le tome 3. Et là, j'ai fait un résumé spoilant pour quand Alric et Jennifer Twice décideront de sortir le tome 4. Vous aurez le résumé spoilant de ce tome 3. Ce sont des vidéos qui vous avaient beaucoup plu pour le tome 1 et pour le tome 2. Donc je vais sans aucun doute faire la même chose pour ce tome 3. Ici, je me souviens, ça fait longtemps que je l'ai lu, je pense que c'est un des premiers livres que j'ai lu en 2023 et je me souviens que j'ai eu du mal à accrocher à l'histoire. En fait, ce qui me tient vraiment dans l'univers de La passeuse de mots, ce sont les personnages, c'est l'attachement que j'ai pour Kélian et pour Rena aussi, ce sont mes 2 personnages préférés. Mais ce tome 3, il était beaucoup plus à l'image du tome 1 que du tome 2, c'est-à-dire qu'il était
très lent au niveau des actions, on avait du mal à avancer et moi c'est le genre de livre où j'ai du mal à accrocher, mais les personnages sont tellement attachants qu'évidemment j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de connaître la suite et la fin du roman m'a laissé un petit goût un peu amer, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la suite. Je ne sais pas combien de tomes il y aura, mais en tout cas voilà, et ce sont des grosses briques, ce sont des pavés comme vous pouvez voir ici, il y a 720 et des pages. Et donc c'est difficile de s'accrocher quand l'histoire est aussi lente pour moi. Je me rends compte que je ne vous ai même pas expliqué de quoi parle la passeuse de mots. En fait, dans la passeuse de mots, on va suivre Aria, qui est une jeune fille qui va être douée de pouvoir, c'est-à-dire qu'elle va contrôler les mots, et ces mots, elle va devoir les chercher. Dans les premiers tomes, on va suivre cela, cette quête d'Aria, qui va être épaulée par Killian. Et ensemble, ils vont rechercher à contrôler des nouveaux mots. Et à côté de ça, derrière, on va avoir toute une machination, une guerre qui est en place et qu'Aria va devoir déjouer. Donc c'est de la fantaisie que... Voilà, le premier tome m'avait bien plu. J'avais adoré le deuxième tome qui était vraiment en focus sur Killian. Et ici, ce troisième tome m'a laissé un petit goût un peu de déception parce que j'aime quand les événements s'enchaînent. Et ici, c'est pas du tout ce qu'on a retrouvé. Mais je vais lire la suite parce que j'ai très envie de savoir ce qui se passe avec Aria et Killian. Le troisième tome dont je vais vous parler... Attendez, je vais faire ça dans l'autre sens. Le troisième tome dont je vais vous parler, il s'agit d'un véritable coup de cœur et il s'agit du roman absolu écrit par Margot Dessen. Et dans celui-là, on va suivre des jeunes gens, Prime, Johanna, Edouard, qui vont être mobilisés dans la zone pour tuer la chose, qui est une expérience scientifique et qui a dérapé. Et donc on est vraiment dans une dystopie avec un univers très particulier que j'ai adoré, un mélange de labyrinthe, de Hunger Games, de toutes les dystopies auxquelles moi je peux être attachée. Et en même temps c'est un univers qui est très innovant. J'ai adoré découvrir la plume de Margot Dessen. Je ne sais pas si c'est son premier roman ou pas, mais en tout cas j'ai adoré et je crois que j'ai une petite dédicace si je ne me trompe pas. Non, je ne l'ai pas. Si, je l'ai fait dédicacer. Voilà, je l'ai fait dédicacer à Troll et Légendes, je pense. Et j'ai adoré découvrir ce roman. On s'attache très fort aux personnages. Il y a plein de rebondissements super intéressants que je n'avais pas vu venir. Et j'ai adoré pouvoir découvrir celui-là. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, à part lisez-le. Ne passez pas à côté de ça si vous aimez la dystopie, parce que c'est une vraie pépite. Et là aussi, j'ai fait un résumé spoilant pour tous ceux qui ont lu le tome 1 et qui voudront découvrir le tome 2 et qui, comme moi, ont des petits trous de mémoire. Donc voilà. Le livre suivant, il s'agit de celui-ci qui est The Mapmakers et ça c'est le tome 2 de La Maison Chapelier. Moi je les lis en anglais parce que le niveau est assez correct pour moi. Je comprends pas tous les mots, je ne vais pas vous mentir, mais je comprends le sens global des phrases et de l'histoire et donc ce sont des livres qui me permettent d'entraîner un petit peu mon anglais. Et donc dans le premier tome, on suivait Cordelia qui est une jeune fille qui est créatrice de chapeaux et chaque chapeau donne un pouvoir à la personne qui le porte. On a par exemple des chapeaux pour avoir confiance en soi ou des chapeaux pour passer inaperçu, etc. Et dans le premier tome, on suivait Cordelia qui donc essaye de déjouer une machination visant à créer une guerre entre la France et l'Angleterre. Et dans ce deuxième tome, il faut absolument avoir lu le premier pour comprendre parce qu'on retrouve plein de personnages du premier tome, dont Cordelia, dont le méchant du premier tome, etc. Et là aussi, Cordelia, elle va essayer de déjouer une machination qui vise à faire crouler le monde. En fait, on a un méchant qui va détruire plein de lieux magiques et le rôle de Cordelia, ça va être de déjouer ça tout en retrouvant son père qui est perdu dans le premier tome. J'ai adoré pouvoir me replonger dans cet univers qui est un peu doudou, qui est délicat, qui est plein de douceur et d'amitié aussi. Et c'est moi ce qui me plaît dans ce livre, c'est non seulement la douceur des personnages, mais aussi la petite histoire où on ne retrouve pas de... Enfin, il y a un méchant, mais il n'y a pas un super méchant avec plein de gens qui meurent, etc. Ce sont vraiment des livres très doux. Et l'anglais, je vous le disais, est très abordable. Donc moi, c'est ce qui me plaît dans ces livres-là.
On passe au suivant, qui est Kings of Scar, et alors là, je vais pas vous mentir, c'est celui dont j'ai le moins de souvenirs. À ce moment-là, je me suis dit, ouais, pas besoin de résumé spoilant, je vais me souvenir de tout, ça va aller. Et aujourd'hui, je crois que ça fait 3 mois que je l'ai lu, je suis censée lire le deuxième, et je n'ai plus aucun souvenir de ce qui se passe dans ces livres. Je me souviens que c'est un focus sur Nikolai, qui est le roi, ça vient en fait après les Grisha, et après, donc après la série Shadow and Bones, et après la série Kings of Scar, puisqu'on... Non. Ça vient après la série Shadow and Bones et après la série Six of Crows, puisqu'on retrouve Nikolai et on retrouve aussi des personnages de Six of Crows, comme par exemple Nina. Moi, c'est ce qui m'a plu dans ce roman, c'est de redécouvrir, de retrouver les personnages que j'avais préférés dans les 2 premières sagas des Grisha. Et Nikolai, ça reste un de mes personnages chouchous pour ceux qui ont vu la série sur Netflix. Il est vraiment très très bien représenté avec cet humour, etc. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce premier tome. Le problème c'est que je ne me souviens plus du tout de l'histoire et je ne sais donc pas comment je vais faire pour lire le tome 2. Ça c'est quand on ne fait pas de résumé spoilant et qu'on ne se souvient de rien. Mais dites-moi en commentaire si vous avez aimé celui-ci et si vous avez bientôt fini comme moi la saga Grisha. Mais sinon c'était une bonne lecture, hein. Je pense que j'ai vraiment bien aimé, vraiment bien accroché. Lui aussi c'est une petite brique mine de rien. Ouais, ça a au moins 500 pages. Donc voilà, mais le problème c'est que je me souviens plus du tout de la fin de l'histoire. Donc voilà. Je me souviens du début, mais je vais pas vous spoiler parce qu'en fait, si je vous raconte le début de Kings of Scar, je vous raconte aussi la fin de la saga Grisha, et donc c'est pas très cool de vous la raconter. Mais je me souviens que j'avais vraiment bien aimé, et si vous êtes fan de Nikolai, vous ne pouvez que aimer cette duologie. On passe au livre suivant, qui est The Love Hypothesis. Alors, je vous parle presque jamais de romans d'amour sur cette chaîne, parce que je n'en lis pas en fait. En général, je suis très focus sur la fantasy, les thrillers, les policiers, etc. Et je ne me laisse jamais tenter par les romans d'amour. Seulement là, je me suis fait avoir par ceci. Cette petite tranche de livre avec des Erlenmeyer et des ballons jaugés. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai fait des études en chimie et je travaille maintenant dans un laboratoire. Et donc quand j'ai vu ceci avec The Love Hypothesis, je pouvais pas passer à côté et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai acheté les éditions collector, mais ce roman vaut vraiment le coup d'être découvert. On va suivre Olive qui réalise son doctorat. Et en fait, Olive, elle ne vit que pour les études. Seulement un jour, elle va inventer un truc pour que sa meilleure amie puisse sortir avec son ex parce qu'elle s'en fiche. Alors elle va lui dire qu'elle a eu un rencard avec quelqu'un, elle va pas lui dire qui, et en fait, elle va croiser sa meilleure amie dans un couloir et elle va se retourner sur le premier garçon qui passe et l'embrasser en lui faisant croire que c'est le rencard qu'elle a eu. Et pas de chance pour elle, en fait c'est un professeur absolument horrible et elle va évidemment l'embrasser, il y a plein de choses qui vont s'enchaîner, etc. C'est un roman que j'ai adoré découvrir parce qu'il a une grosse part de féminisme. Il parle aussi beaucoup de la différence entre hommes et femmes dans le domaine des sciences et moi c'est quelque chose que j'ai adoré lire, qui a beaucoup résonné en moi aussi. Et j'ai trouvé qu'Olive était tellement attachante. Alors évidemment, on se doute très vite de la suite de l'histoire, on se doute de la fin, c'est pas un roman où vous allez verser 3 tonnes de larmes, c'est aussi un roman assez doudou, mais que j'ai vraiment adoré pour cette partie de féminisme derrière, et tout ce que ça dénonce en fait entre les lignes, et c'est pour ça que ça restera un énorme coup de cœur de cette année 2023 pour moi. Et enfin, deuxième coup de cœur de cette année 2023, évidemment il s'agit de celui-ci qui est Le Tombeau des Immortels écrit par Victor Dixon. Vous savez que cela fait longtemps maintenant que je ne rate plus une seule sortie de Victor Dixon, sachant que j'ai toujours le cas Jack Spark à terminer et Animal à lire. Mais la saga Vampiria, c'est une saga que j'adore et ici on se retrouve avec le premier tome d'une nouvelle trilogie. Alors vous ne devez pas forcément avoir lu la première trilogie pour lire celui-ci, mais moi j'ai trouvé ça super sympa d'avoir les petites références aux personnages qui apparaissent et qu'on a déjà croisés dans la première trilogie. Il y en a quand même pas mal, j'ai été surprise, je pensais en retrouver un ou deux et c'était tout. Mais en fait non, il y a quand même beaucoup de références à la première trilogie, donc je vous conseille quand même de la lire avant de découvrir celui-ci. Mais je vous le disais, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Dans Vampiria America, on va suivre 6 jeunes, 6 desperados qui vont organiser la prise d'otage de nouveaux vampires parce que chacun des desperados a perdu quelque chose et il veut que la faculté le lui rende.
Ce que j'ai vraiment bien aimé sans vous spoiler, c'est qu'on va retrouver Raphaël qui est présent dans la première trilogie. Et ces nouveaux personnages ont quelque chose aussi de très très attachant. Oh, j'entends mon chat hurler. Viens bébé. Mais viens. Pourquoi tu hurles ainsi? Viens. 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 Oui. Oh mais qu'est-ce que t'as un coton démaquillant dans la bouche? Ah bah oui. Mais tu sais que c'est juste un coton démaquillant. Oui, parfois, vous voyez, elle hurle parce qu'elle m'apporte des choses, elle m'apporte des objets. Du style un coton démaquillant. Et en fait, elle va aller voler dans la salle de bain. Ah, attendez, vous la voyez qui se roule. Mais oui. Tu viens dire bonjour à la caméra? Bon, vous avez vu Azote, qui est toujours en pleine forme, et je sais même plus ce que je vous racontais sur Vampire Américain. Je vous le disais, j'ai acheté l'édition limitée, et dans chacune des éditions limitées, vous retrouvez une nouvelle inédite écrite par Victor Dixon. Je pense qu'ils ont réédité les 3 premiers tomes de Vampiria. Je crois qu'ils vont être sur ma wishlist de Noël sans aucune hésitation, puisque je vais vouloir absolument découvrir les nouvelles inédites. Ici, elle est sur Alexandre de Mortange, qui est un personnage de la première trilogie et dont on entend parler une toute petite fois au début de l'histoire, mais c'était super agréable de retrouver ça. Et donc c'est un coup de cœur pour moi. Je vous ai prévu un résumé spoilerant pour celui-là aussi. Comme ça, si vous jamais vous voulez vous lancer dans le tome 2 en 2024, vous aurez mon résumé spoilant. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce roman. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur incroyable. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez Azote, elle est venue vous dire au revoir pour la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu. Et si vous connaissiez déjà les romans que je vous ai présentés. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.